Donc, j'aimerais souligner en commençant que pour celles et ceux comme moi qui sont à Montréal, que les terres sur lesquelles on est rassemblés aujourd'hui font partie du territoire autochtone non cédé des Ganyanguehaga, qui sont les Mohawks, et que Jagé, ou Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour plusieurs Premières Nations. Et je voulais simplement exprimer ma gratitude aujourd'hui envers tous les peuples qui étaient ici avant nous. Donc, c'est quoi la mi-temps? Lançons-nous. En fait, c'est une série de conférences mensuelles présentées par Pour 3 points qui offre des conseils et des ressources pour des coachs ou tout autre individu engagé auprès des jeunes. Et la mi-temps de ce mois-ci, déjà la quatrième, a pour terme Comment aider les jeunes à développer une image corporelle positive. C'est une invitée de marque qu'on a aujourd'hui, Tania Saint-Laurent-Boucher. C'est une sexologue qui œuvre en milieu scolaire. Tania cumule plus de 10 ans d'expérience en offrant des ateliers pour les jeunes et de la formation pour les professionnels, dont les enseignants-enseignantes. Elle est aussi appelée à collaborer à titre de consultante sur divers projets jeunesse. Donc, bienvenue, Tania. Bonne mi-temps tout le monde. Et Tania, je te cède de la parole. Super! Merci, Emna, pour la magnifique introduction. J'aurais pas pu demander mieux. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Quelques petits mots peut-être en commençant sur qui je suis. Vous avez eu quelques informations avec l'introduction de Emna, mais c'est toujours intéressant, j'imagine, pour vous de savoir un peu à qui on parle. Donc, je suis effectivement sexologue de formation. Il y a plusieurs thématiques qu'on aurait pu aborder ensemble aujourd'hui concernant la sexualité et les jeunes. Mais en fait, aujourd'hui, ce sera l'image corporelle. Mais donc, moi, dans ma pratique, depuis bientôt 15 ans, je me spécialise vraiment en éducation à la sexualité, en prévention. Donc, je suis beaucoup là, en amont pour outiller, informer les jeunes, les aider à développer une saine image corporelle, une saine vision des relations amoureuses, de la sexualité. Donc, c'est vraiment important pour moi. Je travaille aussi sur différents projets de production de contenu, comme Emna vous l'a dit. Entre autres, j'ai la chance de collaborer avec un magnifique organisme qui s'appelle Équilibre, que si vous ne connaissez pas, qui est d'ailleurs très en lien avec la thématique d'aujourd'hui, qui est l'image corporelle positive. Donc, c'est un organisme qui œuvre vraiment très, très fort dans tous les milieux de la société pour promouvoir une image corporelle positive. Donc, j'ai fait différents projets, entre autres avec Équilibre, dont une formation tout récemment qui a été développée pour les intervenants jeunesse qui travaillent avec les enfants et les ados pour contrer les stéréotypes sexuels et de genre pour favoriser une image corporelle positive. Donc, c'est une formation qui est gratuite que vous pouvez trouver sur le site web d'Équilibre, d'ailleurs. J'ai également travaillé à différents projets là, de contenu comme la web-série On parle de sexe qui est diffusée à Télé-Québec. Donc, si ça vous intéresse, c'est vraiment chouette. Et sinon, plus récemment, depuis 3 ans, je travaille principalement dans une commission scolaire ou plutôt un centre de services scolaires, devrais-je dire, à Saint-Hyacinthe. Donc, la majeure partie de mon temps, je l'utilise en fait pour accompagner les enseignants, les intervenants dans les écoles pour qu'eux transmettent les nouveaux contenus en éducation à la sexualité qui sont prescrits par le ministère. Donc, ce n'est pas une mince tâche, mais c'est vraiment intéressant et gratifiant là, comme emploi. Donc, parmi tout ce que je discute avec les jeunes dans les écoles, il y a bien sûr beaucoup de sujets qui sont reliés de près ou de loin là, à l'image corporelle. Donc, vous voyez ici, en fait, à l'écran que j'ai préparé une petite présentation, mais je vous dirais que ça va surtout nous servir de pour accompagner un peu ce que je vais vous dire. Je vois ça vraiment comme une présentation à bonne franquette, au sens où je vais vous parler un peu de qu'est-ce que c'est l'image corporelle, mais je veux surtout vous parler de ce qu'il y a sur le terrain quand j'aborde ces enjeux-là avec les jeunes, qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre au niveau de leur image corporelle. Donc, c'est vraiment aussi, je me fais la porte-parole de ce que vivent les élèves ou les jeunes dans nos écoles, autant les enfants que les ados. Donc, je vais essayer de toucher la différentes catégories d'âge pour parler du sujet. Donc, petite intro ici, vous voyez à l'écran que j'ai choisi une image que j'utilise d'ailleurs lors des présentations que je fais parfois en classe pour introduire l'image corporelle avec les élèves parce que c'est une image qui leur parle beaucoup. Donc, 3, 4 petites roches qui ont l'air de représenter des bonhommes. Et pourquoi, en fait, cette image-là? Je commence souvent une introduction avec les jeunes en leur demandant tout de suite pourquoi j'ai choisi cette image. C'est super intéressant parce qu'on est capable de nommer qu'on a tous un corps, qu'il est tous un peu différent, qu'il peut y avoir des ressemblances, des différences, qu'on n'a pas tous le même format.
Donc, c'est une petite image que j'ai choisi de vous présenter en intro, comme je fais quand j'en parle avec les élèves. Alors, sans plus tarder, je passe à la prochaine diapo. Je souhaitais vous montrer brièvement, là, en fait, peut-être qu'il y en a qui se posent la question au niveau du parcours que j'ai comme psychologue d'études, que j'ai eu en sexologie, puis où est-ce que l'image corporelle peut s'insérer dans tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant de vous montrer ça d'emblée. Quand on parle de sexualité, moi, la vision que j'ai développée dans ma profession, c'est une vision qui est multidisciplinaire. Donc, ça veut dire que tous les enjeux, toutes les thématiques reliées à la sexualité, mais je vais toujours les analyser en utilisant toutes les dimensions que vous voyez ici. Donc, par rapport à l'image corporelle, en fait, je la situe tout de suite, là, mais elle se trouve dans la dimension psycho-affective. Donc, en fait, psycho-affective, tout ce qui a rapport à ce qui se passe dans notre tête, puis dans notre cœur, au niveau de nos émotions. Donc, ça fait partie de la sexualité. Au même titre que le développement de l'imaginaire émotif, des émotions, de l'estime de soi, de l'affirmation de soi. Donc, c'est vraiment une dimension super importante de la sexualité. Et l'image corporelle se situe à ce niveau-là. Par contre, quand on parle d'image corporelle, c'est sûr et certain que toutes les autres dimensions que vous voyez à l'écran, en fait, vont aussi influencer la façon dont chacun, personnellement, on va vivre notre image corporelle. Donc, forcément, la société, la culture dans laquelle je suis peut m'influencer. Il y a des normes, il y a des stéréotypes, il y a des standards de beauté qui peuvent jouer pour beaucoup. Il peut y avoir aussi des enjeux qui sont plus au niveau biologique, donc comment mon corps est fait, ma constitution, mon hérédité. Puis on peut ajouter à ça même la dimension morale, donc certaines croyances, certaines valeurs qu'on peut avoir, qui nous ont été transmises par rapport à l'apparence, par rapport au poids, qui vont influencer aussi la façon dont notre image corporelle va se développer. Donc, c'était une petite intro aussi pour vous situer là, au niveau de mon regard sexologique, comme j'aime bien le dire, pour vous montrer là, au niveau de l'image corporelle où ça se situe. J'enchaîne sur la prochaine diapo. Aujourd'hui, je ne prends pas pour acquis qu'on a tous nécessairement une définition complète de qu'est-ce que c'est l'image corporelle. Donc, je commence en vous présentant un petit résumé. Dans l'image corporelle, dans le fond, ça correspond là, à qu'est-ce que la perception qu'une personne a de son propre corps, puis aussi de ce qu'elle croit que les autres vont percevoir de son propre corps. Donc, on voit que c'est vraiment une perception, c'est subjectif. Hein, ça a rapport à moi, comment je me perçois, et moi, ce que je pense que les autres perçoivent de moi. Donc, ça, c'est l'image corporelle. Mais aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est vraiment plus parler de l'image corporelle positive, parce que c'est ce qu'on veut développer chez nos jeunes. Donc, c'est vraiment important de miser sur l'image corporelle positive. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'une image corporelle positive? Bien, en fait, avoir une image corporelle positive, c'est d'avoir une perception qui est réaliste de soi-même, puis globalement positive. Donc, ça ne veut pas dire hein, que c'est coulé dans le béton, que c'est fixe. L'image corporelle peut toujours varier d'un moment à l'autre, d'une situation à l'autre, mais globalement, si elle est positive, notre perception, on peut dire qu'on a une image corporelle positive par rapport à notre apparence et par rapport à notre poids aussi. Donc, ça joue à ces deux niveaux-là. Et c'est relié, bien sûr, à toutes les pensées qu'on peut avoir par rapport à notre corps. Donc, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que j'aime mon corps? Est-ce que je le trouve beau? Par rapport à des jugements qu'on peut se faire à soi-même, par rapport à des émotions aussi qu'on va vivre. Donc, pour les jeunes, souvent, d'ailleurs, les émotions sont très partagées. Donc, il peut y avoir à certains moments chez des jeunes une grande fierté d'être content de leur corps, de le voir grandir, de maturer. Il peut y avoir des sentiments très positifs, puis en même temps, ça peut côtoyer aussi certains sentiments qu'ils ont qui peuvent être plus négatifs, donc d'être gêné, d'avoir honte, d'être insatisfait. Donc, ça va beaucoup bouger là, dans les émotions chez les jeunes, mais globalement, ce qu'on essaie de les amener à développer, c'est une perception qui est plus positive. Une image corporelle positive, ça fait aussi référence à la capacité d'une personne de voir son corps tel qu'il est dans le moment présent. Donc, c'est comme de développer une vision qui est juste de soi-même. Donc, ce n'est pas une vision qui est embellie, mais ce n'est pas une vision non plus qui est dramatique ou qui est accentuée. Donc, c'est juste de voir son corps pour ce qu'il est, avec ses particularités, avec ses habiletés. Donc, qu'est-ce qui fait que mon corps est particulier? Qu'est-ce qu'il a d'unique? Est-ce que je peux le voir vraiment là, pour comprendre comment il est fait? Puis aussi apprécier les habiletés. Bien, concrètement, qu'est-ce que mon corps me permet de faire? Est-ce que je suis capable d'apprécier ça? Donc, c'est une cascade
se développe, bien sûr. Ensuite, on peut aussi dire qu'une personne qui a une image corporelle positive, en fait, ben, elle va être en mesure de valoriser son corps, qui est capable d'accomplir, et pas seulement pour l'image qu'il projette. Ça, je vous dirais que c'est un énorme cheval de bataille avec les jeunes qui vont beaucoup, beaucoup miser sur, ou beaucoup, beaucoup penser que ce qui est important, c'est de quoi j'ai l'air, qu'est-ce que je projette, est-ce que mon apparence, elle est belle, est-ce que je corresponds à certains stéréotypes, à certains standards de beauté. Puis ça va peut-être être plus difficile pour beaucoup de jeunes de valoriser leur corps, tout simplement juste pour qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir, puis pourquoi je suis contente que mon corps me permette de faire ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant de miser là-dessus avec les jeunes. Puis finalement, ben, si on a des jeunes qui ont une image corporelle plus positive, ben, on va remarquer que ça va être des personnes ou des jeunes qui vont être plus enclins à traiter leur corps avec bienveillance. Donc, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, se traiter ou traiter son corps avec bienveillance. Donc, ça veut dire d'être gentil avec son corps, d'en prendre soin. Donc, ça que je vous dirais qu'avec les élèves, avec les jeunes, c'est pas très clair. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre soin de son corps, être gentil avec son corps? Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Et comment on fait ça? C'est sûr que c'est en adoptant des saines habitudes de vie. Donc, les saines habitudes de vie, on en parle beaucoup avec les jeunes, que ce soit là, les jeunes de niveau primaire ou secondaire, hein, de tous âges. Il y a des contenus même qui sont intégrés maintenant en éducation physique et à la santé sur les saines habitudes de vie. Je peux aussi vous dire qu'il y a des contenus qui sont intégrés maintenant en éducation à la sexualité aussi, qui vont toucher les saines habitudes de vie, l'hygiène de vie, prendre soin de son corps. Donc, on en parle, mais ce qui est peut-être à peaufiner, je vous dirais, c'est qu'on veut en parler dans une perspective de santé puis de bien-être. Donc, pourquoi prendre soin de ton corps? Pour qu'il soit en santé, puis aussi pour que tu te sentes bien, et non pas dans une perspective de contrôle de poids ou pour un enjeu d'esthétisme. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Tout à l'heure, je vais vous montrer un exercice que je fais parfois avec des élèves de niveau le secondaire 1 après, là, donc des élèves qui ont 12-13 ans, pour justement leur faire réaliser c'est quoi la différence quand tu fais quelque chose pour prendre soin de toi, donc par exemple bien manger, puis est-ce que tu le fais parce que tu veux te sentir bien, tu veux être en santé, puis qu'est-ce que ça change quand on est plutôt en train de faire cette même chose-là, ce même comportement-là, donc bien manger, mais qu'on le fait en ayant une perspective de contrôle de poids ou pour modifier notre corps pour des enjeux d'esthétisme. Donc, ça, c'est vraiment là, des points super intéressants. Vous allez voir que certains trucs qu'on peut discuter ensemble aujourd'hui vont vraiment toucher à ça. Cette définition-là, j'ai mis la source en bas, mais je vous le dis également, c'est une définition de l'image corporelle positive qui provient de l'organisme Équilibre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment là, une référence incontournable quand on parle de ce sujet-là. Donc, si vous voulez retrouver la source, c'est Équilibre. Donc, je vous pose une petite question. Donc, vous allez pouvoir utiliser le chat à ce moment-ci, mais ou simplement peut-être utiliser les émotions parce qu'on peut donc mettre des pouces par en haut, pouces par en bas, je crois. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est, d'après vous, comment elle va en fait l'image corporelle de nos jeunes en ce moment? Donc, je vous laisse un petit temps si vous voulez vous manifester. Est-ce que ça va bien? Donc, un petit pouce en haut. Est-ce qu'on n'est pas sûr? Oui, je vois des gens qui sont surpris. Super. Donc, comment ça va l'image corporelle chez nos jeunes? Je peux vous dire que c'est un défi, sans être dans du sensationnalisme ou en étant dramatique. C'est un énorme défi. C'est un défi, en fait, pour tous les adultes également. Je pense qu'on peut porter un regard sur nous-mêmes, puis on pourrait dire aussi que c'est un défi pour beaucoup d'adultes, pour la plupart des adultes. Par contre, ce qui se passe chez les jeunes, c'est qu'il y a plusieurs choses qui viennent s'ajouter, qui rendent le défi de développer une image corporelle positive beaucoup plus difficile, je vous dirais. D'abord parce qu'il se passe énormément de changements au niveau corporel dans la vie de nos jeunes. La puberté, c'est vraiment là, un enjeu central. Petit mot peut-être sur la puberté, là, comme sexologue, je me permets d'ajouter, mais la puberté qui se passe de plus en plus tôt chez les jeunes, donc qui peut commencer des fois vers 9-10 ans, même chez certains de nos jeunes plus tôt,
Alors, le corps qui se modifie, c'est vraiment difficile à accepter pour certains jeunes. Donc, l'image corporelle peut vraiment s'en trouver là, diminuée. On ajoute aussi qu'il n'y a pas juste des changements corporels, mais les jeunes vivent aussi beaucoup de changements au niveau psychologique. Puis plus ils avancent en âge, donc vers le fin primaire, milieu fin primaire, hein, quand ce sont des pré-ados, finalement, de plus en plus, ils vont accorder beaucoup d'importance à l'opinion des autres, au regard des autres, à qu'est-ce que les amis vont penser, à comment je fais pour faire partie d'un groupe, à quoi je dois me conformer pour être dans la masse. Donc, au niveau psychologique aussi, il y a beaucoup d'enjeux qui les rendent plus vulnérables, je vous dirais. Donc, l'image corporelle, c'est un défi et on ne doit vraiment pas prendre pour acquis là, que ça ne mérite pas notre attention parce que ça peut jouer sur beaucoup, beaucoup d'autres éléments. Donc, je vais y revenir avec vous. Je trouvais ça intéressant de vous montrer quelques statistiques justement pour parler de à quel point l'image corporelle, c'est un défi pour nos jeunes. Il y a une vieille enquête qui commence à dater, en fait, là, qui était une enquête sociale et de santé, mais qui est encore citée dans beaucoup d'ouvrages parce qu'elle est toujours pertinente et d'actualité. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas fait d'autres recherches, c'est bien parce que c'est encore très significatif, qui nous disait qu'il y a 45% des enfants âgés de 9 ans qui sont insatisfaits de leur silhouette. C'est immense. Et à 9 ans, donc c'est très, très jeune. Puis on a même des recherches qui commencent à confirmer cette information-là chez des jeunes encore plus en bas âge que ça. Qu'est-ce qui se passe en fait là, pour nos jeunes au niveau de l'enfance et de la petite enfance, je vous dirais, c'est qu'ils sont extrêmement perméables aux stéréotypes. Donc vraiment, ils sont en train de réaliser comment ils s'identifient. Moi, je suis un garçon, moi, je suis une fille. Donc, ils vont se questionner. Puis dans la construction de leur identité, ils vont s'accrocher à tout ce qui représente un garçon ou une fille, ou la féminité ou la masculinité dans leur entourage. Donc, tous les stéréotypes, toutes les façons dont on va représenter les filles, les garçons autour d'eux, les jeunes de cet âge-là, en bas âge, vont adhérer énormément à ces stéréotypes-là. Donc, c'est ce qui fait qu'ils peuvent rapidement commencer à développer des insatisfactions par rapport à leur corps parce qu'ils vont avoir l'impression que pour être un garçon, pour être une fille, ce qui est beau, c'est tel élément, c'est telle chose, c'est telle façon de s'habiller, c'est tel type de corps. Donc, c'est vraiment déjà, dès l'enfance, super important. Après ça, une autre statistique, on continue, c'est un peu dans le même sens, mais une grosse, grosse enquête qui a eu lieu sur la santé des jeunes Québécois, Québécoises, qui nous démontrait que malgré le fait que la majorité des ados présentent un poids qu'on va dire normal, qui est correct, la moitié d'entre eux sont insatisfaits de leur apparence. Donc, on est à au moins 50% de nos ados qui n'aiment pas leur corps, qui n'aiment pas leur apparence, malgré le fait que leur corps est normal, est en santé, qu'il n'y a aucun problème nécessairement là, de ce point de vue-là. Donc, c'est des statistiques qui sont extrêmement prenantes. Puis la dernière, en fait, c'est ce qui m'a amené à développer, je vais vous montrer tantôt une petite activité, comme je vous disais, que je fais avec certains élèves. C'est toujours dans la même enquête là, dont je vous parlais dans le deuxième point. On dit que 71% de nos ados qui déclarent faire quelque chose concernant leur poids. Donc, faire quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être essayer de le contrôler. 34% des ados vont dire qu'ils essayent de le contrôler. 25% vont dire qu'ils essaient de perdre du poids. Puis il y a 12% qui vont dire qu'ils essayent d'en gagner aussi. Donc, ce que ça nous dit, c'est que l'image corporelle positive chez nos jeunes, c'est vraiment un défi. Puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire là, pour leur envoyer les bons messages, puis qu'ils apprennent à être à l'aise avec leur corps, puis fiers de qui ils sont. C'est vraiment, c'est un enjeu sociétal. On peut le nommer de cette manière-là. Je pense qu'il n'y a pas de gêne à dire ça là, au point là, où on en est. Alors, je reviens ici peut-être pour vous dire un autre élément que j'ai oublié de vous partager, mais qui est très, très intéressant si vous travaillez avec des jeunes qui sont plutôt en bas âge, là, justement de niveau primaire. Il y avait eu une vidéo très intéressante qui avait été faite, je ne me souviens plus de l'auteur malheureusement, mais on demandait à des jeunes qui étaient autour de 6 ans, 7 ans, si on te donnait la chance de modifier quelque chose par rapport à ton corps, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on puisse faire?
Et ce qu'on avait là, chez les jeunes qui étaient vraiment plus jeunes, donc 5, 6 ans, c'était des jeunes qui disaient, ben moi, si vous me donnez la chance de faire n'importe quoi, ce que je voudrais, c'est avoir des ailes pour voler. Ce que je voudrais, c'est avoir des très grandes jambes pour pouvoir courir super vite. Ce que je voudrais, c'est, je pense qu'il y en a qui disaient même avoir les cheveux ou la peau d'une autre couleur ou avec des paillettes, des brillants. Donc ça, c'est ce que les jeunes disent. Puis quand on voit donc un peu plus tard, vers 8, 9, 10 ans, on repose cette même question-là. Là, on a vraiment un clash évident. Puis là, les jeunes vont nous dire, ben moi, ce que je voudrais, c'est qu'on enlève mes taches de rousseur. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on change mes cheveux. Ils sont trop frisés, je ne les aime pas. Moi, ce que je voudrais, c'est être plus mince. Moi, ce que je voudrais, c'est être plus musclé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe là, dans la transition vers 7, 8, 9 ans où les jeunes deviennent vraiment plus insatisfaits par rapport à leur corps. Puis ils n'ont pas ça d'emblée. C'est beaucoup moins présent là, dans la petite enfance. Donc, il y a vraiment un enjeu là, dans cette construction identitaire-là à l'enfance. OK. Alors là, je vous dis tout ça, je vous dis pourquoi les jeunes, effectivement, peuvent être insatisfaits, pourquoi on doit les aider à développer une image corporelle positive. Mais là, ça nous amène à se poser la question, en fait, de ben, comment est-ce que ça se construit? Parce que si on veut travailler sur l'image corporelle de nos jeunes, il faut savoir où on a un pouvoir d'action, nous, comme intervenants, comme adultes significatifs. Donc, ben, l'image corporelle, c'est sûr que c'est une composante importante de l'estime de soi. Puis elle va se construire principalement, majoritairement par l'entremise de toutes les interactions et les expériences que les jeunes vont vivre. Puis on sait qu'ils peuvent avoir des expériences parfois plus positives ou négatives. Donc, il faut vraiment s'attarder à ça. On l'a dit tantôt que ça se développait là, dès la petite enfance. Ici, ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'est nos 4 éléments sur lesquels on peut se baser pour savoir où se construit, comment se construit l'image corporelle. C'est sûr qu'il y a un premier facteur qui est les caractéristiques physiques. Donc, chaque enfant naît avec un corps différent, des traits de visage, certains caractères qui ont été transmis par l'hérédité. Donc, ça, on n'y échappe pas. On a tous et toutes des différences d'un point de vue physique. On sait aussi que ce qui peut jouer sur l'image corporelle, c'est certains traits de personnalité. Donc, si on a des enfants qui sont plus gênés versus plus extravertis, anxieux, donc ces traits-là peuvent venir aider un enfant à avoir une meilleure image corporelle ou à l'inverse, ajouter un défi parfois. Ensuite, le troisième facteur, en fait, c'est les expériences qui vont être vécues. Donc, ça, c'est extrêmement important de porter attention, donc, par exemple, aux moqueries qu'on peut avoir reçues pendant l'enfance, pendant l'adolescence, qui vont souvent avoir un impact vraiment gros sur la façon dont on va se percevoir. Dans les expériences, peut-être aussi, on va avoir été dans un milieu où on va avoir entendu beaucoup de commentaires par rapport à l'apparence, donc une survalorisation de l'apparence. Dans les expériences, ça va finir par jouer au niveau de l'image corporelle si j'ai eu beaucoup de commentaires à ce niveau-là. Pensez là, au niveau des commentaires qu'on fait aux jeunes. Moi, je le remarque plus avec les jeunes en bas âge, mais on fait beaucoup de compliments aux jeunes ou aux enfants par rapport à leur apparence. Donc, on va dire « Ah, t'es donc bien beau, t'es donc bien belle, ah, tes yeux, t'as donc bien des beaux yeux, wow, t'es donc bien fort, t'es capable de lever ça. » Oh, c'est donc bien beau, comment tu es habillée aujourd'hui, tu as donc bien une belle robe, tu as donc bien des belles petites lulus. On va beaucoup axer nos compliments sur de quoi les jeunes ont l'air. Donc, dans les expériences vécues, c'est sûr que ça envoie des messages aux jeunes. Ça leur envoie le message que ce qu'on remarque de moi, ce qui est important de moi, ce qui est valorisé, c'est mon apparence. Donc, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Puis le dernier critère, mais non le moindre, c'est l'environnement puis les milieux de vie dans lesquels les jeunes vont évoluer. Donc, forcément, dans ma famille, comment ça se passe par rapport à l'image corporelle. Si j'ai des parents qui sont très axés sur l'apparence, si j'ai des parents, il y a certaines études là, qui démontrent très clairement que si on a un parent qui a des enjeux, par exemple, au niveau de son image corporelle, qui fait beaucoup de régimes, qui se restreint beaucoup avec certains comportements de contrôle comme ça, ça va se transférer vraiment très facilement sur les enfants, malheureusement. Il y a aussi l'école. Bonne nouvelle, à l'école, si on est exposé peut-être à d'autres modèles, ça peut contrebalancer des fois.
Puis tout ce qui se passe dans les médias, ça, je vais en parler vraiment avec vous tout de suite après parce qu'il y a énormément de messages subliminaux qui sont envoyés dans les médias, puis les jeunes vont capter ça comme des éponges et ça peut avoir un immense impact sur comment ils vont se développer au niveau de leur image corporelle. Donc, à quel point ils sont influencés, en fait, par les médias? Bien, vraiment beaucoup. Je vous dirais que le défi, et ça, c'est une piste d'intervention, c'est de les amener à prendre conscience qu'ils sont influencés parce que, et là, je dis ça avec beaucoup d'humour et parce que j'aime les jeunes, mais souvent, ils vont dire qu'ils ne sont pas influencés. Donc, il y a comme un angle mort. Ils vont dire qu'ils ne sont pas influencés parce que pour eux, ils sont conscients que c'est... Mais non, je sais, c'est juste dans les médias, c'est la publicité, c'est un film. Mais à quel point ça a un impact sur moi, ça, c'est beaucoup plus difficile pour eux là, de l'identifier. Moi, je donne l'exemple d'un truc très drôle que je fais souvent avec des élèves. J'utilise l'exemple du homard. Alors, je vous explique pourquoi. Je demande aux élèves, si j'avais à vous demander, c'est quoi la couleur du homard? Tout le monde connaît le homard, hein, ce crustacé. Alors, les élèves vont répondre systématiquement dans la classe rouge ou orange. Parfait, c'est rouge ou orange. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais apparaître à l'écran un homard rouge et ensuite, je fais apparaître à l'écran un homard brun. Parce qu'un homard, c'est brun, en fait. Et je leur demande pourquoi tout le monde a répondu rouge. Et là, ça les amène à réfléchir à, quand est-ce que je vois des homards, moi, dans la vie? J'en vois dans une publicité à la télé. J'en vois dans une circulaire pour l'épicerie. J'en vois sur, peut-être en bande dessinée, dans une histoire. On va le dessiner, il va être rouge. Donc, ce que je leur fais réaliser, c'est, tu vois, ça, c'est un standard de beauté pour les homards. Donc, aussi simple que ça, on voit tellement toujours le homard représenté rouge, flamboyant, avec une belle couleur, on finit par penser que c'est ça la norme, que c'est ça un beau homard, qu'un homard, ça ressemble à ça. Donc, c'est la même chose. Pour les corps, on est aussi influencé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de messages qui sont transmis par la société puis par les médias. Donc, moi, j'aime bien faire cette petite intervention choc pour leur montrer à quel point on est influencé. Et après, ça, c'est un exemple d'un exercice que j'adore faire avec les élèves, mais on prend différents médias et je leur demande de dire qu'est-ce que ça t'envoie comme image par rapport au corps, par rapport aux standards de beauté, pour qu'on analyse un petit peu. Donc, je vous montre des exemples, là, mais on ne va peut-être pas toutes les regarder ensemble. Mais moi, je trouve ça super intéressant de développer l'esprit critique des élèves. Donc, par exemple, sur Instagram, qu'est-ce qu'on va suivre le plus souvent comme compte? Quelle image on va voir le plus souvent? Si tu suis des personnes ou des personnalités qui sont peut-être un peu plus connues, est-ce que tu constates qu'elles ont plus souvent un certain type de corps? Tu sais, si, par exemple, je suis plusieurs vedettes puis que toutes ces vedettes-là sont très maigres, sont très bronzées, s'entraînent beaucoup, ça veut dire que moi, ce que je vois sur Instagram à tous les jours, c'est majoritairement des corps comme ça. Donc, ça peut m'influencer. Donc, on peut faire l'exercice avec les autres réseaux sociaux. Selon les amis avec qui je suis sur les réseaux, est-ce qu'il y en a qui utilisent des filtres à chaque fois pour leurs photos? Donc, pour modifier la peau, pour qu'elle soit, par exemple, sans boutons, pour qu'on utilise un logiciel pour blanchir les dents. Donc, si mes amis retouchent toutes leurs photos, forcément, ça va me donner l'impression que c'est ça, hein, la beauté, ou c'est une norme qui est en train de se créer. Dans les magazines ou à la télévision aussi, ça peut être la même chose. Dans les films ou les séries pour adolescents, extrêmement intéressant de parler de ça avec les jeunes parce que ce qu'on constate, c'est que tous les films et toutes les séries pour ados, les acteurs et les actrices qui sont engagés pour jouer, ils sont vraiment plus vieux que l'âge qu'ils vont jouer. Majoritairement, ils ont autour de 25 ans, puis ils jouent un ado de 16 ans. Donc, si on fait le parallèle, et ça, souvent, les élèves, quand on aborde ça, c'est comme une révélation pour eux. Pourquoi est-ce que ces personnes ont un corps plus mature? Pourquoi ils sont plus grands? Pourquoi ils ont plus de forme? Pourquoi ils ont une peau parfaite? Pourquoi ils sont plus musclés? Parce qu'ils ont un corps d'adulte, entre autres. Et aussi parce qu'ils ont peut-être beaucoup d'entraîneurs et de nutritionnistes qui s'occupent d'eux pour modifier leur corps pour qu'ils ressemblent à ça. Mais
juste le fait de nommer que ce sont des adultes qui jouent des ados, ça peut des fois faire réfléchir un peu. Donc, vous voyez un peu le principe, hein? Je pense que c'est vraiment d'aller décortiquer toutes les sources qui peuvent nous envoyer des messages par rapport à l'image corporelle pour que les jeunes deviennent de plus en plus critiques par rapport à ça. Puis, ça m'amène aussi à aborder une autre piste avec vous, qui est donc, une fois qu'on a été critique et qu'on a pris conscience qu'on est influencé, mais forcément, il faudrait peut-être remédier à la situation. Donc, quelle est la meilleure façon de remédier? Bien, moi, ce que je dis aux élèves ou aux jeunes, c'est essaye donc de t'abonner, par exemple, sur les réseaux sociaux, à des comptes qui mettent de l'avant l'image corporelle positive, des corps variés, de différentes grosseurs, de différentes tailles, de différentes couleurs, pour que toi-même, tu t'assures que dans tes actualités, dans les photos que tu vas consulter, il y ait une variété, puis il y ait aussi des messages positifs. Donc, ça fait partie de la solution. Il y en a de plus en plus. Je vous en ai mis quelques-uns à la fin de la présentation, des exemples de comptes super intéressants. Il y a beaucoup d'initiatives qui commencent à sortir à ce niveau-là. Donc, je vous parlais d'une petite activité que je fais généralement avec les élèves, qui est une matrice. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont familiers avec l'outil. C'est un outil qui est utilisé généralement en psychologie dans une approche qui s'appelle l'ACT. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé la matrice qu'on fait généralement de manière individuelle pour la faire en matrice de groupe dans un atelier. Donc, j'ai fait une petite combinaison de cet outil-là pour amener les élèves à prendre conscience, comme je vous disais tout à l'heure, de quand est-ce que je suis en train de prendre soin de ma santé puis miser sur mon bien-être pour me sentir bien versus quand est-ce que je suis peut-être plutôt dans le contrôle ou l'esthétisme. Donc, la photo n'est pas super belle parce que c'était la photo d'un exercice que j'ai fait en classe, mais je vous l'ai reproduit sur une autre diapo, ne vous inquiétez pas, pour vous montrer un peu qu'est-ce que les élèves vont partager pendant cet atelier-là avec moi. Moi, tout d'abord, ce que je leur dis, c'est qu'on va parler d'image corporelle positive parce que c'est important, c'est ça qu'on veut développer pour se sentir bien dans notre corps, se sentir bien avec nous-mêmes, avoir confiance en nous. Donc, on parle de pourquoi c'est important dans un premier temps. Donc, moi, j'ajoute tout de suite ici dans le bas de la matrice qu'on veut vraiment miser sur l'image corporelle positive. Puis ensuite, je demande aux jeunes de me nommer dans leurs mots qu'est-ce qui peut être important pour eux, pour elles, dans le fait de développer une image corporelle positive. Donc, ce que vous voyez, c'est vraiment là, dans des mots de jeunes de 12-13 ans. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont dire que c'est important de s'accepter puis de s'aimer tel qu'on est. Puis ils vont dire que c'est s'accepter et s'aimer notre corps, mais aussi notre personnalité. Donc, c'est super intéressant. Dans des mots de jeunes, ils vont aussi dire c'est important d'être à l'aise, d'être bien dans son corps, d'être confortable dans son corps. C'est important d'être en santé. De plus en plus, ils vont nommer santé physique et mentale. Ça, c'est magnifique. On voyait peut-être un peu moins ça il y a 10-15 ans. Donc là, le message commence à entrer que la santé, ce n'est pas juste physique. Ils vont dire aussi que c'est pour être heureux, puis pour aussi se sentir confiant. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Hein? C'est miser là-dessus. Des fois, il y en a même qui vont ajouter que c'est important de moins se juger, moins se comparer, ou plutôt d'être gentil envers soi-même, puis aussi envers les autres. Donc, souvent, ils vont réaliser, on se juge beaucoup, on juge les autres, puis on se juge beaucoup nous-mêmes. Donc, ça serait important d'être plus gentil envers soi-même et les autres. Donc, on part avec ça. Puis là, ce que je fais avec les élèves, c'est un petit travail pour aller compléter la matrice. Je vous fais une version, là, bien sûr, écourtée parce que j'ai différentes activités d'habitude qui me permettent de faire la matrice, puis ça dure environ une période. Donc, on fait plusieurs choses pour arriver à compléter ce que vous voyez en ce moment. De l'autre côté, je leur demande, justement, on parle des insatisfactions pour réaliser que tout le monde, on peut vivre des insatisfactions, puis que tout le monde, notre tête, donc on parlait des jugements, notre tête, elle nous envoie plein de messages par rapport à notre image corporelle, puis souvent, on n'est vraiment pas très gentil avec nous-mêmes. Donc, ça leur permet de prendre conscience de est-ce que des fois, c'est vrai que je me dis ou que ma tête me dit des choses par rapport à mon image corporelle. Donc là, je vous donne des exemples, mais souvent, les élèves, ça les touche beaucoup quand on parle de ça parce qu'ils vont dire c'est vrai. Moi, des fois, je me dis que je ne suis pas beau, que je ne suis pas belle, que je suis gros, que je suis grosse, que je suis trop maigre, que je suis trop mince, que je ne suis pas assez grand, que je ne suis pas assez grande, que je suis trop petit, trop petite. Il n'y a jamais rien qui est parfait.
Des fois, il y a des élèves qui vont dire même « Ah, je remarque que des fois, je me dis que je ne me trouve pas beau, que je suis laid, que je suis laide. » Donc, de prendre conscience des fois de « Wow, je me parle comme ça, c'est quand même impressionnant. » Des fois, ils vont dire aussi « Ah, tu n'es pas assez féminine » ou « Tu n'es pas assez masculin. » Donc, ils vont dire ça. Et là, on pourrait continuer. Là, les élèves, une fois qu'on ouvre la porte, ils peuvent observer les pensées qu'ils ont, puis comment ils vont se parler, comment leur tête va leur parler. Puis là, on peut aller très loin. Là. Des fois, ça peut être j'ai un gros nez, j'ai des grosses cuisses, j'ai un gros ventre, j'ai des petits mollets, j'ai les bras trop maigres, j'ai pas assez de muscles. Ils vont être capables de nommer plein de choses qui se passent finalement à l'intérieur de leur tête. Puis là, on prend un petit moment pour se dire que c'est normal, que des fois notre tête, elle nous parle comme ça, mais que c'est important d'en prendre conscience parce que c'est ça qui va nous aider à pouvoir travailler sur qu'est-ce qui est important pour nous, puis à ne pas donner trop d'importance à tous ces messages-là, des fois qu'on peut recevoir. Donc, ensuite, je vais faire le cadran qui est en haut ici pour leur dire que justement, des fois, quand on est insatisfait, quand notre tête elle nous envoie des messages comme ça qui sont plus difficiles, plus méchants, bien, nous, les êtres humains, on peut avoir tendance, en fait, à vouloir modifier notre apparence, à vouloir faire des choses parce qu'on est insatisfait. Donc, il y a plein de choses, puis c'est pas nouveau, hein, c'est pas juste en 2021 que l'humain essaie de modifier son apparence. Il y a plein de choses hein, qu'on peut faire des fois quand on n'aime pas notre corps, quand on n'est pas satisfait de notre apparence. Donc, je leur demande de me nommer des exemples. Le but, c'est que quand je fais cette matrice-là, il y ait toujours au moins un élément dans chaque cadran qui touche les élèves dans la classe. C'est une matrice de groupe, donc il faut que tu te reconnaisses dans chacun des cadrans. C'est super important. Donc, des exemples de qu'est-ce qu'ils vont me nommer. Des fois, il y a des gens qui vont faire des chirurgies, effectivement. Là, on est comme dans les extrêmes, hein, mais j'aime ça qu'ils nomment d'emblée. On va aussi avoir des gens qui vont faire des régimes, des diètes, ou qui vont consommer des produits, soit pour maigrir ou soit pour essayer de gagner de la masse musculaire. Des fois, quand on est insatisfait, il y a aussi des personnes qui vont utiliser le maquillage, donc pour modifier leur apparence. Des fois aussi, ça va être des produits de beauté, des soins de beauté qu'on va faire vraiment là, pour modifier esthétiquement, par exemple, la peau du visage, certaines parties de notre corps. Donc, ils vont nommer l'entraînement, bien sûr, donc faire du training, de l'entraînement, des exercices spécifiques hein, qu'on pourrait faire pour modifier notre corps. Après ça, on va dans des choses qui sont peut-être un peu plus proches d'eux, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire par rapport à nos cheveux et nos poils. Donc, le fait de se teindre les cheveux, le fait d'épiler nos poils. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait pour modifier notre apparence. Les tatouages, les piercings, les vêtements ou le style vestimentaire, changer de vêtements, avoir plein de nouveaux vêtements pour se faire un nouveau style. Ils vont parler aussi des produits pour blanchir les dents. Ils vont parler des appareils dentaires. C'est super intéressant. Donc, des fois, l'appareil dentaire, c'est une nécessité hein, parce qu'on a quelque chose là, dans le mâchoire qui fait que ce n'est pas aligné et que ça pourrait causer des gros problèmes. Mais il y a beaucoup de gens maintenant qui le font aussi pour des enjeux qui sont clairement plus esthétiques. Ils vont parler du bronzage, ils vont parler, même des fois, ils vont très loin, là, les jeunes, les verres de contact. Des fois, des gens qui mettent des verres de contact pour changer la couleur de leurs yeux. Pas parce que je ne vois pas bien, mais parce que je veux changer mes yeux. Ah, mes yeux sont bruns, je ne les aime pas, je mets des verres de contact bleus. Donc, plein d'exemples comme ça qui vont nous donner de qu'est-ce qu'on peut faire des fois quand on est insatisfait puis qu'on essaye peut-être de se rapprocher d'un idéal de beauté qui n'est pas accessible, en fait, parce que moi, j'en parle beaucoup avec les jeunes, mais les standards de beauté, ça ne représente pas la population. 95%, statistiquement, je crois que c'est ça les données, mais si on regarde c'est quoi les standards de beauté qui sont présentés dans notre société, c'est 95% des gens qui ne peuvent pas y correspondre. C'est assez frappant de voir que même si on essaye de prendre tous ces moyens-là, ben, notre corps, notre façon dont on est constitué ne nous amènera pas à correspondre à un standard de beauté. Donc, vraiment intéressant. Et finalement, ce que je fais avec les élèves, c'est que je reviens de l'autre côté de la matrice pour dire, donc, il y a des choses, des fois, qu'on peut être tenté de faire parce qu'on est insatisfait, parce qu'on aimerait changer un peu notre apparence. Puis là, maintenant, on va aller du côté peut-être plus constructif, puis on va réfléchir à
qu'est-ce qu'on peut faire si on veut, plutôt, hein, si on regarde le bas ici de notre matrice, si on veut apprendre à s'accepter, à s'aimer comme on est, à être bien dans notre peau, bien avec notre corps, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je vous dirais que c'est intéressant parce que des fois, il y a des jeunes qui sont capables de nommer d'emblée des idées de qu'est-ce qu'on peut faire. Mais parfois, j'arrive avec certains groupes, certains jeunes qui ne savent pas vraiment, qui ont de la difficulté là, là, on a mis des éléments à gauche, mais là, à droite, qu'est-ce que je ferais de différent pour prendre soin de moi, pour m'aimer? Alors, des fois, ce que je fais pour déclencher un peu les réflexions, c'est que je leur demande de penser à un ami, ou plus souvent, en fait, ce qui fonctionne très bien, c'est un animal de compagnie. Donc, je leur demande, est-ce que tu as un animal de compagnie à la maison? Un chat, un chien, autre? Et si tu avais à réfléchir à qu'est-ce qu'il a besoin, ton animal de compagnie, pour se sentir bien, pour être bien dans son corps, pour être en santé, pour être heureux, qu'est-ce qu'il a besoin, ton animal de compagnie? Et là, souvent, ça va débloquer sur des magnifiques réponses, là, je vous dirais. Portez attention au vocabulaire parce que c'est vraiment impressionnant. Donc, ils vont dire, par exemple, faire du sport, mais ils vont dire aussi tout simplement aller dehors, aller marcher. Donc, tu sais, on est beaucoup moins dans la performance, dans des exercices précis. On est plus dans bouger, faire du sport, aller dehors, marcher. Ils vont aussi dire, c'est important de bouger, mais c'est important de s'amuser, de jouer, de rire, d'avoir du plaisir. Donc, je ne vais pas aller dehors parce qu'il faut que je fasse 3-4 enchaînements de tous mes setups que je veux faire pour me muscler. Je vais aller dehors parce que ça va me donner du plaisir, je vais jouer, je vais avoir du fun, je vais rire. Donc, le vocabulaire qu'ils utilisent est vraiment différent. Ils vont dire aussi que c'est important peut-être pour se sentir bien puis en santé, de bien manger, de s'hydrater. Donc, ça, c'est des mots de jeunes. Puis, ils vont parler aussi d'aliments diversifiés. Parce que si on parle, par exemple, on fait le parallèle avec un animal de compagnie, ton animal de compagnie, il va avoir probablement sa nourriture habituelle, hein, sa moulée, mais peut-être que des fois, tu lui donnes aussi d'autres sortes de nourriture en canne, donc des petits moments où on leur donne de la nourriture spéciale, des moments où on leur donne des petites gâteries. Donc, c'est la même chose pour nous, les humains. On a besoin d'une alimentation qui est diversifiée en termes de fruits, légumes, protéines, tout ça, mais aussi en termes de ne pas avoir de restrictions. C'est vraiment pas une bonne idée de se restreindre. Donc, d'avoir de temps en temps un dessert, une gâterie, des chips, c'est correct tant qu'on reste dans quelque chose. Ça permet aussi de se sentir bien, d'être à l'aise dans son corps puis de se traiter avec gentillesse ou bienveillance. Ils vont aussi dire que pour se sentir bien dans son corps et s'aimer, ça nous prend du temps pour relaxer, pour se reposer et bien dormir. Super intéressant. On revient à nos saines habitudes de vie. Donc, est-ce que je m'assure que au niveau des saines habitudes de vie, je prends soin de moi parce que tout ça, ça va faire que je vais me sentir bien aussi dans mon corps. Ils vont parler aussi de moments avec des amis, avec la famille, donc du temps de qualité avec des gens qui me font du bien, donc prendre le temps, puis d'être avec des personnes aussi qui vont me refléter, qui m'aiment comme je suis. Donc, si j'ai des amis qui sont beaucoup du côté de je m'aime pas, je m'accepte pas, c'est difficile, je suis beaucoup dans le jugement, dans l'apparence, peut-être que ça m'aide pas à prendre soin de moi. Alors que si je passe des moments avec des amis qui me font du bien, qui m'aiment comme je suis, ça va être vraiment plus bénéfique. Ils vont aussi nommer, celui-là, je l'adore, les câlins et l'affection. On revient encore à l'exemple de si on parlait d'un animal de compagnie, mais là, pour moi, c'est frappant de dire que nous, comme êtres humains, toi, comme jeune, tu as aussi besoin, oui, de câlins, d'affection. Ça te permet de te développer, de te sentir bien dans ton corps. Toucher l'affection, c'est vraiment pas à négliger. Puis on l'oublie souvent quand on parle de prendre soin de soi, que c'est important l'affection et les câlins. Et finalement, des fois, il y en a qui vont me nommer aussi, c'est vrai, on va revenir sur les soins de santé, mais ils vont dire des soins de santé pour prendre soin de moi. Donc, ils vont dire, mais par exemple, aller chez le dentiste, et une fois par année si c'est possible. Aller chez le médecin quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je suis malade. Ils vont nommer aussi les psychologues, les intervenants. Donc, ça, c'est magnifique, prendre soin de sa santé mentale. Donc, moi, quand je conclue l'exercice avec les jeunes, je leur demande de regarder là, nos deux
nos deux cadrans de la matrice qui sont en haut, pour voir que des fois, il y a des petites choses qui pourraient se ressembler. T'sais, là, on avait mis l'entraînement à gauche. Mais est-ce que l'entraînement pourrait aussi se retrouver à droite? Là, ils vont dire oui, effectivement. Donc là, moi, je l'ajoute et je leur demande, c'est quoi la différence? Et là, ça, c'est magnifique. C'est le moment où c'est payant. C'est qu'ils vont comprendre que tu peux faire exactement les mêmes comportements, mais avec une intention qui va être vraiment différente d'un moment à l'autre. Donc, ce qu'on veut les amener à développer, ben, c'est ce qui est à droite, bien sûr. Puis quand on est à gauche, ben, ça se peut, ça arrive. On vit tous des insatisfactions, donc on ne veut pas se taper dessus, mais on veut apprendre à observer pour pouvoir le faire plutôt pour prendre soin de soi et non pas parce qu'on est insatisfait, on trouve ça difficile de ne pas correspondre à certaines normes et certains standards. Cela est vraiment magnifique là, à faire avec les élèves. Moi, si on pouvait faire que ça, ce serait déjà magnifique les messages qu'on peut leur envoyer. Donc, on avait dit qu'on allait filer ça jusqu'à 13 heures. Alors, il me reste un petit 4 minutes. Fait que c'est sûr que je vais y aller aussi beaucoup avec vos questions, mais j'ai ressorti quand même certaines pistes que je voulais vous présenter là, juste ici en conclusion. Il y a plusieurs éléments qui sont peut-être évidents, mais que je peux vous donner des idées par rapport à ça. C'est sûr que comme adulte, comme intervenant, comme coach, on a vraiment un rôle important dans le fait de montrer une diversité de corps et de silhouettes. Donc, vraiment de penser à toujours tenir compte que tout le monde a un corps différent, que toutes les silhouettes sont équivalentes, que peu importe ton corps, tu peux pratiquer le sport que tu veux, que des personnes qui sont plus grosses ou plus minces, ce n'est pas un indicateur non plus qu'elles sont plus ou moins en santé, qu'elles font plus ou moins d'activité physique. Ce n'est pas le seul déterminant du poids, ce n'est pas juste l'activité physique. Donc, toujours mettre de l'avant une diversité de corps, remettre en question nos croyances, comme je viens de le dire, par rapport au poids, par rapport à l'apparence. Ça m'amène entre autres à dire aussi, par rapport à l'apparence, qu'il n'y a pas un seul modèle de beauté. Il y a une multitude de corps et d'apparences et que la beauté, ça veut aussi dire qu'elle est multiple. Donc, de faire attention quand on parle de ce sujet-là avec les jeunes parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais même nous, des fois, on peut s'enfarger. Je vous donne un exemple. Si je dis que tous les corps sont différents et qu'ils peuvent être beaux même s'ils ne correspondent pas aux standards de beauté, mais dans ma phrase, je suis quand même en train de rappeler qu'il y a des standards de beauté. Fait que, si je veux affiner mon message, je devrais peut-être m'arrêter à tous les corps sont uniques et ils sont tous beaux à leur façon. T'sais? Donc, on peut modifier un peu des fois. Autre point super important, si vous travaillez avec les jeunes, évitez les commentaires sur le poids et l'apparence. De plus en plus, là, dans toutes les meilleures pratiques, on suggère de ne plus parler du poids, de ne plus parler de l'apparence. Donc, c'est sûr que si on a un élève ou un jeune qui a un enjeu au niveau de son poids, on va avoir un suivi avec un professionnel, avec une nutritionniste, avec un médecin qui va pouvoir adresser un enjeu de poids. Mais sinon, on ne se prononce pas sur le poids des élèves, ni sur leur apparence. Donc, ça veut aussi dire que si on ne se prononce plus sur l'apparence, ben, en fait, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir trouver d'autres choses parce que dans nos interactions sociales, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui passent par l'apparence pour parler, pour complimenter, pour créer un lien. Donc, je vous invite peut-être à réfléchir à plein d'autres choses qu'on peut dire à quelqu'un pour le ou la complimenter ou pour entrer en matière, pour s'introduire. Idéalement, si on ne connaît pas beaucoup la personne, on y va avec des informations qu'on a, mais plus on connaît les jeunes, plus c'est facile de se prononcer sur plein d'autres choses. On peut se prononcer sur un aspect de leur personnalité qu'on a observé. « Hey, j'aime ça quand tu fais ça, tu vois, là, tu collabores super bien. C'est magnifique, ton esprit de collaboration. » Je viens de cibler quelque chose d'autre. C'est magnifique la façon dont tu es présent pour tes amis, comment tu écoutes les autres, comment tu encourages les autres. Donc, je peux trouver plein d'autres façons de complimenter un jeune pour que ça ne soit pas basé sur son apparence. Pour les éducateurs physiques, pour les coachs sportifs, ben, encourager l'activité physique pour le plaisir et le bien-être, mais sans miser sur l'apparence ou sur les résultats esthétiques, hein, je veux dire ici. Là. Donc, je ne fais pas du sport parce que je veux changer un chiffre
sur une balance. Je ne fais pas du sport parce que je veux des plus gros muscles. Je fais du sport parce que ça me permet de me sentir bien puis que j'ai du plaisir quand je le fais. Donc, d'avoir cette approche-là avec les élèves. Puis ça a été prouvé d'ailleurs dans les recherches que plus on encourage l'activité physique pour le plaisir au lieu des résultats, bien, plus les jeunes ont envie d'en faire. Puis plus ils font d'exercice physique, plus on est content parce qu'ils sont en santé. Puis plus ils font d'exercice physique, plus ils se sentent bien dans leur corps. Donc, tout ça contribue à la même chose. Finalement, on arrive au résultat qui est souhaité de la même manière. Ensuite, valoriser le corps pour ce qu'il permet de faire plutôt que pour ce qu'il a l'air. Je pense que ça devient de plus en plus évident. Voilà. Et le dernier point, ben, en fait, c'est miser sur une estime de soi diversifiée. Donc, j'imagine si vous avez des questions, là, tout de suite, dans une minute, on pourra en parler. Mais en fait, la meilleure prévention qu'on peut faire par rapport à l'image corporelle puis par rapport à l'estime de soi des jeunes, c'est de s'assurer qu'elle se développe en étant basée sur une multitude de facteurs. Donc, une estime de soi diversifiée, ça veut dire mes traits de personnalité, mes forces, mes compétences, les choses que j'aime de moi, les choses que je suis capable de faire. Donc, plus il va y avoir de composantes sur lesquelles asseoir mon estime de moi, mais plus elle va être diversifiée, plus elle va être solide. Si mon estime de moi, c'est presque majoritairement uniquement mon apparence, ben c'est très, très, très fragile. Donc, la meilleure solution, en fait, ça restera toujours de miser sur une estime de soi diversifiée. Donc, d'amener les jeunes à identifier tout ce qu'ils sont pour qu'ils puissent justement se construire et avoir une estime qui est vraiment positive. Voilà, donc on arrive à la période de questions. Je vais laisser Emna prendre la parole. Oui, merci beaucoup, Tania. Vraiment, vraiment, franchement intéressant. Même moi, là, je prends des notes pour même les enfants ou les jeunes qu'il y a dans ma famille. Là, fait que merci beaucoup pour tout ça. Oui, moi, ce serait le temps d'ouvrir le plancher des questions. Si vous voulez y aller de vive voix, là, je vous invite à vous lancer. Si vous préférez les écrire dans le chat, ça peut être une possibilité aussi. Gênez-vous pas, Tania est là pour ça. Oui, vraiment. J'en ai une, c'est il y a certaines disciplines sportives qui ont des catégories selon le poids. Et je veux pas les jeunes en compétition, là, on parle des jeunes de 13 ans et plus, là, vont Oui. avoir justement des poids soit à atteindre ou à maintenir là, pour pouvoir avoir des chances de médaille, des choses comme ça. Là. Euh, ça a vraiment, c'est vraiment en contradiction avec deux de tes points, là, mais j'imagine qu'ils sont suivis. J'en coach pas, là, c'est un peu une question qui m'est venue en tout temps. Oui, c'est une super bonne question, Bruno. Ouais, merci. Mais de plus en plus, effectivement, on essaie de porter attention aux jeunes athlètes parce qu'il peut y avoir des disciplines dans lesquelles on génère parfois des troubles qui vont être vraiment profonds puis qui vont être à gérer plus tard à cause de ça. Principalement parce que justement, ces athlètes-là sont très jeunes, donc ils sont en train de se construire au niveau de leur image corporelle et tout ça. Donc, ils sont vraiment vulnérables. Alors, effectivement, comme tu le dis, dans un monde idéal, c'est que les coachs devraient faire un suivi très serré avec ces jeunes-là, qui devraient être accompagnés aussi de d'autres professionnels pour qu'on s'assure. Mais ce qui est vraiment difficile, en fait, c'est qu'il y a toujours une limite à ce qu'on peut faire. Donc, si moi, je veux qu'un athlète, par exemple, soit plus mince, parce que l'on pense à certaines compétitions, certaines disciplines comme la gymnastique, le patin artistique, bon, bref, il y a des créneaux qui sont vraiment très pointus avec certains critères. Ben, là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va peut-être suivre ce jeune-là ou cette jeune-là pour lui offrir une diète qui permet d'arriver à un poids qui est plus souhaitable. Ce qui est problématique avec ça, c'est qu'on ne va pas miser sur le jeune ou la jeune ne va pas apprendre qu'est-ce que ça veut dire bien se nourrir, écouter son corps, écouter ses sentiments de satiété, par exemple. Donc, on est en train de créer des problèmes qu'il va peut-être falloir récupérer plus tard. Donc, ça peut être vraiment... c'est quand même assez dommageable. Ouais. Dans certaines disciplines, plus que d'autres, il y en a où ça se passe quand même beaucoup mieux. Mais il reste qu'on va beaucoup miser sur le contrôle,
la modification du corps, certains aspects esthétiques. Donc, c'est sûr que ça peut créer des blessures psychologiques, là, je veux dire. Ouais. Merci. J'aimerais, si vous permettez, juste ajouter un commentaire à Bruno, à M. Plante, Oui. monsieur ou s'identifiant comme monsieur, là. Par rapport aux catégories de poids, pour pratiquer la boxe depuis longtemps, ce que j'aimerais comme partager, en fait, c'est ça. Ben, d'abord, on est beaucoup plus consciencieux et consciencieuse dans le domaine parce qu'on l'a vécu comme femme. Donc, on comprend le processus contraignant et on tente plutôt de filmer les performances et donc de voir comment on peut améliorer la stratégie, la technique, la motricité. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de contraintes par rapport au poids dans la boxe, il y en a, mais justement, on va moins soumettre les régimes drastiques de tel âge à tel âge. Donc, avec la nouvelle psychologie sociale et cognitive, dans mon domaine, dans mon sport, ben, ça a une influence. Aujourd'hui, on a plus de kinésiologues, on entend mieux parler des pratiques sportives plus saines. Donc, nécessairement, la boxe ne peut plus agir d'une façon arriérée là, des années 70. Ça, c'est pour le sport que je pratique depuis des années. Mais donc, de 11 ans à 13 ans, on sait que les femmes sont particulièrement sujettes au développement, au changement, on vient de le voir, à ce qu'elles ont l'air et tout. Et ça a un impact beaucoup sur leur développement. Fait que ce qu'on peut faire, c'est de demander à l'athlète à quel poids tu te sens bien. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a peu c'est pas la majorité des entraîneurs, mais de plus en plus, on tend vers ça. Et donc, c'est à souhaiter que dans la gymnastique ou les autres sports où il y a des... j'ai apprécié votre commentaire. Ça aussi, je devais le dire. J'aurais dû le dire d'avance. J'étais comme, oh, quelle bonne question. Merci. Oui, c'est un super bel exemple. Merci, merci beaucoup, Isabelle. Puis c'est beaucoup ce qu'on conseille d'ailleurs en éducation physique maintenant, puis dans la pratique des sports avec les jeunes, c'est de miser beaucoup plus sur le processus et non pas sur un poids, une masse, un résultat. Donc, d'adapter finalement pour que chaque jeune puisse progresser dans ce qu'il veut développer dans ses compétences, mais que ce ne soit pas, par exemple, je vous donne un exemple, mais tu sais, quand on parlait en éducation physique de faire la course pour tester l'endurance ou le cardio, puis tout le monde avait en fait la même mesure, puis tout le monde devait essayer d'atteindre les mêmes résultats, bien ça, c'est le genre de choses qu'on proscrit de plus en plus dans les sports et en éducation physique. Donc, on va plutôt dire, toi, individuellement, je te donne, par exemple, tant de minutes, vois qu'est-ce que tu peux faire avec ce temps-là et vois quelle va être ta progression au fur et à mesure. Donc, est-ce que tu vas pouvoir, par exemple, courir plus d'une fois à l'autre d'ici la fin de l'année? Est-ce que ton parcours va se modifier? Donc, on va axer sur bouger pendant un certain temps plutôt que de faire une performance pendant ce temps-là, qui est quand même différent et qui est beaucoup plus individualisé pour chacun des jeunes. Une question qui s'en va un peu ailleurs, Tania, mais ça m'intéresse, fait que je m'essaye. Tu disais, surtout vers le début, là, qu'il y avait plusieurs choses qui pouvaient influencer en fait comment une personne va développer une saine image d'elle-même ou pas, ou juste comment elle va se percevoir, comme les événements que la personne a pu vivre, tous les stéréotypes de genre aussi, tout ça. Puis je me demandais si tout ce que tu as nommé là qui influence ça peut aussi influencer l'identité de genre en tant que telle. Donc, penses-tu qu'il y a des ados, par exemple, qui vont se dire, qui vont décider, qui vont à un certain point devenir s'identifier comme une personne trans ou une personne non-binaire peut avoir fait ce processus-là dû à le fait, par exemple, qu'ils s'identifient moins à un stéréotype de genre ou quelque chose comme ça? C'est vraiment deux comme choses qui sont complètement distinctes ou que tu verrais vraiment séparément? Oui, je vois ça quand même séparément, mais je comprends pourquoi tu fais des recoupements. En fait, c'est que, mettons, si on repart des stéréotypes de genre, ben, les stéréotypes de genre, c'est quand même très dommageable. Puis je veux dire, le fait qu'on s'identifie homme ou femme, ça ne veut absolument pas dire qu'on a envie que la façon d'être un homme ou d'être une femme, c'est ce que je vois dans la société, vraiment pas.
Donc, en fait, pour moi, l'enjeu, il n'est pas au niveau de l'identité, il est au niveau des normes sociales qu'on essaye de coller à cette identité-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une fille? Bien, ça se peut que pour toi être une fille, tu ne te reconnais dans aucun des modèles que tu vois autour de toi dans la société, puis que tu te sens quand même comme une fille, tu sais, comme une femme. Donc, c'est vraiment à cause des stéréotypes. C'est ce qu'on a voulu envoyer comme message de c'est quoi être un gars, c'est quoi être une fille, que ça peut remettre en question beaucoup de personnes. Pour ma part, j'ai l'impression que si on était dans un monde où il y avait, ça n'existera jamais, mais qu'il n'y avait aucun stéréotype de genre, je pense que l'enjeu de l'identité serait beaucoup moins grand. Il y aurait peut-être beaucoup moins de personnes qui se questionneraient sur leur identité ou qui voudraient ou qui en souffriraient, en fait. Donc, il y a quand même cet enjeu-là qui serait beaucoup moins présent. Si on pouvait être simplement des humains, au lieu d'être une étiquette de c'est quoi être un garçon, c'est quoi être une fille, on n'aurait peut-être pas, effectivement, tout ce qu'on vit en ce moment là, au niveau de la détresse pour nos jeunes qui sont en questionnement identitaire, qui sont trans, qui sont non-binaires. Ouais. Donc, ce n'est pas un lien direct, mais on comprend que l'influence fait en sorte que oui, c'est ça. D'ailleurs, je parlais de montrer une diversité de corps, une diversité de silhouettes. Bien, ça inclut aussi de montrer des modèles masculins, féminins diversifiés. Qu'est-ce que c'est être une fille, qu'est-ce que c'est être un garçon, puis de montrer des corps puis des personnes qui sont vraiment différentes parce qu'il n'y a pas juste des corps féminins qui sont stéréotypés, des femmes qui sont stéréotypées. Il peut y avoir plein de diversité. À l'écran, je vous ai mis un exemple. Ben, en fait, il y en existe de plus en plus, là, mais ça, c'est une artiste québécoise que j'aime beaucoup, qui s'appelle en fait Les Folies Passagères. Elle fait beaucoup de visuels. Certains sont un peu plus militants, là, ou je vous dirais radicales dans le message qu'ils envoient. Mais il y en a aussi qui peuvent très bien s'utiliser là, avec des jeunes au niveau secondaire et parfois même fin primaire. Je vous ai mis 2 exemples ici, mais donc ici, on a un visuel de c'est quoi un beau body, donc un beau corps qui va à la plage. Ben, en fait, c'est un corps. Et de pas beaux corps, il y a juste des corps. Et cette artiste-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle démontre vraiment la diversité. Donc, on a des personnes qui ont des poids vraiment variés. On a des personnes qui ont aussi des handicaps, des couleurs de peau différentes. On a ici probablement une personne trans. On a une personne qui est beaucoup plus maigre. On a une personne qui est tatouée. On voit que les personnes ont du poil aussi sur les jambes ou en dessous des bras. Donc, on voit vraiment là, une tendance à vouloir montrer des modèles de corps, mais aussi des modèles d'hommes et de femmes qui sont vraiment différents. Donc, il y a beaucoup d'illustratrices, d'illustrateurs émergents qui travaillent à faire du visuel pour qu'on puisse se reconnaître, ne serait-ce que dans la couleur de peau. Avant, on était très peu choyés. Là, on a vraiment une diversité beaucoup plus intéressante. Vous voyez ici un exemple. Ça, c'est un autre exemple. C'est en anglais, là, par contre, mais c'est une personne que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle Beau Paulena et qui, ici, c'est quelques exemples de visuels qui ont été faits par rapport au corps masculin ou aux hommes. Donc, pour montrer que les hommes qui ont un corps plus gros méritent autant d'amour, que ce n'est pas la grosseur de ton corps qui va définir ta valeur, que les hommes qui sont plus petits sont aussi beaux, que parler d'image corporelle positive chez les hommes, c'est important aussi. Donc, ça, c'est des bons exemples, justement, qu'on essaie de montrer de plus en plus aux jeunes pour qu'ils comprennent que ton image corporelle, elle peut être vraiment diversifiée, puis ta façon aussi d'être homme ou femme peut vraiment être ce que toi, tu es. Tu n'as pas à correspondre à certaines normes. Ouais. J'en profite aussi pour vous montrer ça au cas où vous avez des enfants dans votre entourage ou vous travaillez avec des jeunes. C'est un livre qui est utilisé principalement fin primaire parce que c'est beaucoup pour les pré. Donc, je vous le transmets au cas où ça peut servir de cadeau de fête, de cadeau de Noël dans votre entourage ou de suggestion de lecture. On parle ici des corps féminins. Par contre, il n'y a pas les corps masculins. On espère peut-être un jour une version qui viendra pour les corps masculins. Mais par contre, pour qu'il y ait des messages à l'intérieur du livre, ce sont des messages par rapport à l'image corporelle qui s'appliquent à tous les jeunes, peu importe leur corps. Et l'illustratrice a fait un merveilleux travail pour montrer plein de corps d'adolescents ou de préadolescents qui sont en changement, qui sont extrêmement diversifiés.
Vous voyez sur la page couverture, on a une personne qui est un peu plus grosse. On a une personne qui a la peau foncée, mais qui a aussi des taches de naissance, de décoloration. On a des personnes beaucoup plus petites, de différentes origines. Bref, ce livre-là est vraiment magnifique, autant pour le visuel que pour les messages qui s'y trouvent, là. Moi, je le suggère beaucoup, beaucoup avec des jeunes qui sont en 6e année ou en secondaire 1. C'est très chouette. Il y a beaucoup d'espoir avec tous les outils qui se développent à ce niveau-là. Merci beaucoup, Tania, pour les belles ressources puis les belles idées cadeaux aussi, qui sait. C'est ça, donc comme je vous disais, je passerai maintenant au check-out, qui est un petit rituel qu'on a dans nos meetings pour 3 points, qui dans le fond, on fait un petit tour de table, puis on pourrait dire à tour de rôle, en un mot, résumé en un mot, comment on se sent après cette belle mi-temps. Donc, je vous invite à ouvrir vos micros et y aller un peu freestyle. Excuse-moi, tu veux une appréciation de la rencontre ou? En un mot qui résume avec quoi vous repartez après cette mi-temps. Oui, en un mot. Je dirais, je pense que je suis rassurée dans ce que je pensais, effectivement. Là, mais c'est sûr, mes enjeux sont autres là, sur l'image corporelle, là, mais ça, c'est pas un mot. Je suis dans plusieurs mots. Mais Chloé, là, c'est très bien. Mais c'était très bien. J'ai bien apprécié. Bien, rassurer, c'est un mot, Madame Nancy Desjardins, c'est rassurer. Moi, je voulais dire rafraîchissant. Mais en un mot, c'est pas juste. Mais bon. Alors, je m'en tiens à la règle. Aligné. Oh, c'est bon, ça. Ça donne des outils, là. C'est des choses qui est tout le temps touché, là. Tu coaches, il y en a un plus petit, un plus grand. Chacun vit ses choses différentes. Puis, je pense que j'ai plein d'outils, là. Pour ça. Moi, je suis dans le même sens que Bruno, je dirais outillé. Je vais avec 3. Outillé, éclairé et un gros merci. Très, très, très cool. Merci, Tania. Cool. Ben là, j'en rajoute un de bord. Hey, là, c'est pas juste, hein, c'est une farce, c'est une farce. OK. Merci. Merci, oui, merci. Attends, mieux. Moi aussi, je vais tricher, en fait, Isabelle, à ton grand désespoir. Je dirais, ben merci, mais ça m'a permis de réaliser encore une fois des affaires que je ne réalisais pas. Puis merci, Tania. J'ai l'impression des fois, c'est comme on finit par avoir beaucoup de discussions, beaucoup de sujets, on est dans plein de groupes. Moi, je pense que je suis une personne qui est sensibilisée à plein d'enjeux, puis j'ai l'impression que, en fait, je peux toujours en apprendre plus, puis c'est vraiment, vraiment cool de réaliser ça. Fait que une prise de conscience encore ce midi. Merci, Tania. Ben moi, ça va être 2 mots. Désolée, Isabelle. Gratitude pour d'avoir déjà mis en place là, cette rencontre-là aujourd'hui, mi-temps. Très intéressant. Et puis, outillé, j'avoue que ça me parle. Fait que, pas le choix. Là. Je suis allée voir le site, puis la formation est dans mon panier. Voilà. S'il n'y a pas d'autres mots qui nous viennent en tête après tous ces élans de tricherie de la part des membres de Pour 3 points, en plus, je ne suis pas fière de vous autres.
Non, ben oui, encore une fois, merci beaucoup, Tania, pour ça. Éventuellement, on va avoir le lien de cette mi-temps-là sur notre YouTube. Donc, si vous voulez retourner consulter ce qui aurait été fait, vous pourrez le faire. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été là. Merci infiniment, Tania. Puis, ben, je vous souhaite un bon restant de journée en espérant qu'on n'ait pas de trop gros orages en après-midi. Merci beaucoup, tout le monde. Merci tout le Merci. monde. C'est un plaisir. Au revoir.